vais vous traiter aujourd'hui de la question des congés payés. Voilà. Avec les arrêts récents du 13 septembre 2023. Donc, que vous avez certainement tous vu passer, ou du moins dont vous avez entendu parler, notamment notamment aux informations, puisque ça a été extrêmement relayé par les médias. Et donc, ces arrêts du 13 septembre, en fait, j'ai pris le parti, donc ils ont été suffisamment commentés, donc j'ai pris le parti finalement d'aller faire une approche plutôt historique pour essayer de vous expliquer enfin, d'où viennent ces arrêts, et finalement, ils ne sortent pas du chapeau. La Cour de cassation n'a pas décidé, là, le 13 septembre, de faire un revirement de jurisprudence et de sortir ces arrêts du chapeau. Donc, le point de départ de ces arrêts, c'est la directive européenne 2003-88-CE. Il y avait celle d'avant, mais partons de la directive européenne 2003-88-CE. La directive européenne prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et ou pratiques nationales. Donc, 4 semaines, c'est bien la prescription minimale de la directive européenne en matière de congés payés annuels. On avait également, soumis au contentieux, des dispositions du Code du travail, et notamment notre article L3141-5, qui dispose que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, donc les périodes de congés payés, les périodes de congé maternité, les contreparties obligatoires sous forme de repos, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif, mais surtout, du coup, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de travail ou de maladie professionnelle. Autrement dit, pendant la première année d'interruption d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, vous pouviez continuer à acquérir des congés payés. Mais au-delà de cette durée ininterrompue d'1 an, l'acquisition des congés payés s'arrêtait, si on peut dire. Et on avait un deuxième article du Code du travail aussi qui était mis, sur lequel les plaignants se questionnaient. C'était notamment l'article L3141-3 qui disposait initialement que l'acquisition de 2 jours et demi de congés payés ouvrables par mois de travail était conditionnée, donc tout d'abord au fait d'avoir obtenu au fait d'avoir travaillé 1 mois chez l'employeur, puis au fait d'avoir travaillé 10 jours. Cet article, depuis, cette condition a été supprimée du Code du travail, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis je vous l'ai pas mis. Donc, en 2010, une salariée a demandé à bénéficier d'un congé annuel payé au titre de son arrêt de travail qui s'est situé entre novembre 2005 et janvier 2007. Et donc, arrêt de travail qui a été prescrit à la suite d'un accident de trajet. Oh, excusez-moi. Or, les accidents de trajet ne sont pas assimilés en droit du travail à un accident du travail. Donc, l'accident de trajet de notre salarié ne lui ouvrait pas reconnaissance de travail effectif pour lui permettre l'acquisition de congés payés. D'autre part, la salariée ne remplissait pas sur la période de référence la condition minimale d'activité exigée pour ouvrir le droit à congé. La Cour de cassation sursoit donc à statuer et questionne la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en premier lieu, elle souhaite savoir si l'article 7 de la directive doit être interprété, donc c'est ce que je vous ai mis en rouge, en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou des principes pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé payé annuel est subordonné à un travail effectif minimum de 10 jours ou d'1 mois pendant la période de référence. En deuxième lieu, en cas de réponse positive à la question ci-dessus, il fallait savoir si le juge national saisi d'un litige entre des particuliers devait écarter une disposition nationale contraire. Et enfin, en troisième lieu, il fallait savoir si les travailleurs avaient, en vertu de
l'article 7 de la directive, droit à un congé payé d'une durée identique, quelle que soit l'origine de leur absence. Ou si ce texte devait être interprété en ce sens qu'il ne s'opposait pas à ce que la durée du congé puisse être différente selon l'origine de l'absence du travailleur. C'était les questions donc qui ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne, questions auxquelles elle a répondu par l'arrêt de Minguez de la CJUE du 24 janvier 2012. Donc, la directive s'oppose-t-elle à ce que le droit au congé soit subordonné à l'accomplissement d'une durée minimale d'activité? Et, dans l'affirmative, la directive peut-elle être invoquée directement par le juge national afin d'évoquer une disposition interne qui lui serait contraire? Et donc, la CJUE nous répond le 24 janvier 2012 que la directive ne fait aucune distinction entre les travailleurs absents ou ceux qui ont réellement travaillé. Donc, le droit à congé payé annuel d'un travailleur absent ne peut pas être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir accompli un travail effectif pendant cette période. Autrement dit, tout travailleur, quelle que soit la raison de son absence, ne saurait voir affecter son droit à congé payé annuel d'au moins 4 semaines. Par contre, du coup, ce que relevaient les auteurs à propos de cet arrêt, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne n'avait pas réellement répondu sur la question de l'effet direct. Donc, pouvait-on invoquer cette directive dans un litige entre particuliers, donc contre son employeur, ou ne pouvait-on invoquer cette directive que face à l'État pour un défaut de transposition? C'était la question qui restait plus ou moins en suspens à la suite de l'arrêt Dominguez. À la suite de cet arrêt, donc, la Cour de cassation répond et finalement, je ne vais pas dire botte en touche, mais finalement ne répond pas non plus à cette question de l'effet direct et assimile l'accident de trajet de la salariée en accident de travail pour pouvoir faire une interprétation conforme avec la directive européenne et donc permettre à la salariée de bénéficier de son droit à congé payé qu'elle a acquis au titre d'un arrêt de travail d'une durée ininterrompue d'un an pour accident du travail. À l'époque, certains auteurs supposaient que cette jurisprudence, n'ayant pas traité ouvertement de l'effet direct, elle pouvait être étendue aux situations d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Et pourtant, le 13 mars 2013, la Cour de cassation, donc on avait un salarié qui avait été victime d'un accident du travail, il avait été déclaré consolidé et suite à sa consolidation, avait été arrêté pendant plusieurs mois donc pour des motifs non professionnels. Il a finalement été licencié pour inaptitude et a donc saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de rappel de congé payé. Et on voit bien dans cet arrêt que la Cour de cassation n'étend pas sa jurisprudence de juillet 2012 aux arrêts de travail non professionnels. Et en effet, vous le voyez, mais attendu que la directive 2003-88-CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Donc finalement, la Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit que la directive ne peut pas s'appliquer dans des litiges entre particuliers. Elle ne dit rien, par contre, sur les litiges avec l'employeur. 2 juin 2016, puisque la saga continue, on est toujours, vous verrez, vous voyez, l'attendu est quasiment le même que celui du 13 mars 2013. Je pense que c'est même le même mot pour mot. On a la même solution. Donc, 2 juin 2016, confirmation de jurisprudence où, encore une fois, la Cour de cassation refuse d'appliquer la directive dans des rapports entre particuliers. Elle rejette toujours le pourvoi en se fondant sur elle rejette toujours le pourvoi qui se fondait sur l'effet direct de la directive en rejetant cet effet direct-là. Pour autant, 22 juin 2016, Pardon, j'ai une question. oui, allez-y. C'est peut-être idiot, mais un litige entre particuliers dans le droit du travail, il n'y en a pas. Entre,
Quand on dit entre particuliers, excusez-moi, les litiges entre particuliers, c'est les litiges entre personnes privées et un employeur est une personne morale peut-être, mais de droit privé. C'est pour D'accord. distinguer litige entre particuliers de litige contre l'État. D'accord, ok, merci. Excusez-moi, donc je vais faire attention à bien reparler litige entre employeurs, mais Non, non, mais c'est bon maintenant. désolé, mais vous avez bien fait de poser la question, effectivement. Du coup, 22 juin 2016, donc à peine 3 semaines après, là, la Cour de cassation modifie sa solution et rappelle que, vu l'article 7 de la directive 2003-88-CE, attendu qu'au terme de ces textes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins 4 semaines, que si ces dispositions laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils adoptent les conditions d'obtention et d'octroi du droit au congé annuel payé qu'elle énonce, cette circonstance n'affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l'obligation prescrite, de sorte que les conditions requises pour un effet direct sont réunies. Et effectivement, en l'espèce, la Cour de cassation a établi que l'employeur était délégataire de services publics. C'était un employeur qui assurait un réseau de transport et donc il avait pour cela une mission de service public. Et la Cour de cassation a donc estimé que cet employeur, en tant qu'organisme chargé d'accomplir un service d'intérêt public, du coup, pouvait se voir opposer les dispositions de la directive et du coup que cette directive était susceptible d'avoir des effets directs. Donc, dans notre cas d'espèce, on avait bien un salarié qui était fondé à invoquer la directive. Pour autant, l'arrêt est cassé et notamment la Cour de cassation limite le droit à congé payé du salarié aux prescriptions minimales de la directive, c'est-à-dire les 4 semaines de congé payé. Donc, finalement, en 2016, on avait, selon l'origine de l'absence professionnelle ou non professionnelle, et selon l'origine, si on peut dire, de l'employeur, on avait un droit à congé qui restait, somme toute, assez inégalitaire pour les travailleurs. Donc, puisqu'on ne pouvait pas invoquer la directive dans un litige face à un employeur, les syndicats ont bien compris et donc ont attaqué l'État pour défaut de transposition de la directive européenne. Donc là, je vous ai mis, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le dernier en date, on est sur la Cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2023. Et donc, en l'espèce, des salariés de droit privé n'avaient pas pu acquérir des congés payés du fait d'un arrêt de travail. Donc, les syndicats CGTFO et Solidaires ont attaqué, ont saisi les juridictions compétentes pour défaut de transposition de la directive européenne. Et donc, en effet, il faut savoir que la non-conformité du Code du travail au droit de l'Union, ça cause un préjudice aux travailleurs salariés. On en était là, pour le coup, au niveau de notre droit interne. Mais existe aussi une autre source du droit européen, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et cette charte, elle a un article 31. Dans son article 31, il est dit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Il est très simple comme article, et effectivement, voilà, tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne, le 29 mai 2018, commence à faire évoluer sa jurisprudence sur le droit à congé payé. Et notamment, elle rappelle que pour que la charte puisse bénéficier d'une invocabilité directe, il faut que la disposition ait un caractère impératif et soit autosuffisante. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne vient nous rappeler que le droit à congé payé, tel qu'il est formulé par l'article 31, a un caractère impératif, que la Cour a de façon constante mis l'accent sur l'importance et sur le caractère impératif du droit au congé annuel payé en indiquant qu'il s'agissait d'un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé. Elle rappelle également que cette disposition est, est autosuffisante,
ce qui signifie qu'elle ne nécessite pas l'adoption d'une norme complémentaire du droit de l'Union ou du droit national pour pouvoir être opérationnelle. Et donc, elle en arrive à conclure que, en tant qu'il reconnaît le droit de tout travailleur à une période annuelle de congé payé, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte dispose des qualités nécessaires pour pouvoir être invoqué directement dans le cadre d'un litige entre particuliers afin d'écarter l'application des dispositions nationales ayant pour effet de priver un travailleur d'un tel droit. Voilà. CJUE, 29 mai 2018, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte peut être invoqué directement dans le cadre d'un litige entre particuliers. Donc, en l'espèce, entre un salarié et son employeur. Et le 6 novembre 2018, elle confirme sa jurisprudence et nous rappelle donc que l'article 31 reflète le principe essentiel du droit social de l'Union auquel il ne peut être dérogé que dans le respect de conditions strictes. Elle nous rappelle du coup également que le droit à une période de congé annuel revêt un caractère tout à la fois impératif et inconditionnel. Donc, la disposition se suffit à elle-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose à leur employeur. Donc, on était en 2018, ce qui veut dire que la mobilisation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a pour conséquence que la juridiction nationale doit laisser inappliquer une réglementation qui porte atteinte au principe du droit à congé. Or, on le voit, en droit interne, en droit français, pour le coup, on a toujours cette disposition de l'article L3141-5 qui conditionne le droit à congé payé à du travail effectif et dont certaines périodes sont reconnues comme étant assimilées à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés, mais notamment les arrêts de travail non professionnels ne figurent pas dans cette liste et les arrêts de travail professionnels pour une durée de plus d'1 an ne figurent pas non plus sur cette liste. Et donc, arrive le 13 septembre 2023. Premier arrêt de la chambre de la Cour de cassation qui a rendu plusieurs arrêts relatifs aux congés payés ce jour-là. Donc cet arrêt-là est relatif aux congés payés et aux accidents du travail pour maladie professionnelle. Et donc, la Cour de cassation rend sa décision, en fait, au visa de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, qui donne droit à une période de congé annuel, à une période annuelle de congés payés. Elle rappelle ensuite que l'article L1132-1 du Code du travail dispose qu'on ne peut pas discriminer un salarié en raison de son état de santé. Bon, il est beaucoup plus long que ça, mais voilà, vous irez le relire. Enfin, vous le connaissez certainement. Elle rappelle ensuite que l'article L3141-3 du Code du travail dispose que le salarié a 2 jours et demi de congé ouvrable par mois de travail effectif et que l'article L3141-5 n'assimile comme période de travail effectif pour l'acquisition des congés payés que les arrêts de travail pour une durée ininterrompue d'1 an, arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Elle vient ensuite réexpliquer donc les différents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, elle vient rappeler que le droit à congé payé est un principe essentiel du droit social de l'Union. Que la directive 2003-88 et l'arrêt Dominguez ne font pas de distinction selon la source des absences et que donc le droit à congé payé n'est pas subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé. Elle vient ensuite rappeler, tout l'arrêt Dominguez toujours, qu'il y a nécessité de parvenir à une interprétation qui garantit l'effectivité du droit à congé payé pour le salarié. Les arrêts Bauer, qu'on a vus tout à l'heure, elle vient réexpliquer ensuite les arrêts de 2018, qu'en cas d'impossibilité d'interprétation conforme, il faut laisser le droit national inappliqué. Et que donc, c'est une obligation qui est imposée par l'effet direct vertical au terme de l'article 7 de la directive et par l'effet direct horizontal au terme de l'article 31 de la Charte. Elle nous rappelle sa jurisprudence de 2013 qui indique que
Pourtant, il n'y a pas d'effet direct horizontal de la charte et que donc ça ne permet pas d'écarter les effets d'une disposition nationale de droit contraire. Que donc, en cas de suspension d'arrêt de travail pour une durée supérieure à un an, en cas de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour une durée supérieure à un an, il n'y a pas de possibilité de procéder à une interprétation conforme. Et que donc, dans un litige entre particuliers, donc entre le salarié et l'employeur, le juge doit assurer la protection juridique qui découle de l'article 31 afin de garantir le plein effet du droit. Et c'est donc là-dessus qu'elle vient juger qu'en conséquence, il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail, en ce qu'elle limite à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie pro. Autrement dit, désormais, cette limite de l'article L3141-5 doit être écartée, au moins en ce qu'elle ne permet pas aux salariés d'acquérir des congés payés pour la durée d'arrêt de travail supérieure à un an. Dans la foulée, sur exactement le même argumentaire que celui que je viens de vous présenter, la Cour de cassation indique aussi qu'il faut écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L3141-3 en ce qu'elle subordonne l'exécution à un travail effectif pour l'acquisition de droits à congés payés. Et que donc, sur le même argument, lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu pour arrêt de travail non professionnel, le juge doit assurer la protection juridique découlant de l'article 31 et donc écarter, laisser inappliquer les dispositions de droit national qui ne seraient pas conformes. En conséquence, elle met à l'écart l'article L3141-3 qui subordonne le droit à congé payé au fait d'avoir travaillé, d'avoir effectivement travaillé. Autrement dit, la Cour d'appel a exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. Donc vous voyez finalement ces deux arrêts qui permettent aux salariés d'acquérir du droit à congé payé pendant leurs arrêts de travail, soit pour accident du travail d'une durée supérieure ininterrompue d'un an, soit pour cause non professionnelle. Ils ne viennent pas de nulle part. Et notamment, si vous allez lire les rapports de la Cour de cassation des années 2013 et 2014, les juges faisaient des appels du pied au législateur pour que le législateur modifie sa loi. La loi El Khomri n'a pas modifié cet état de fait. Les ordonnances Macron qui sont passées derrière n'ont pas non plus modifié cet état de fait. Et la loi de mise en conformité de mars 2023 n'a pas non plus modifié cet aspect concernant les congés payés. Donc les juges, si on peut dire, finalement se sont fâchés et ont décidé, vu la carence ou les omissions du législateur, de décider eux-mêmes d'écarter les applications de droit interne, d'écarter l'application des dispositions de droit interne non conformes. Et dernier arrêt qui a également fait couler beaucoup d'encre, le point de départ du délai de prescription. À partir de quel moment y a-t-il prescription sur cette acquisition des congés payés? Et là, la Cour de cassation explique, rappelle bien donc que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. Se prescrivait par 5 ans, excusez-moi. Que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrivait par 5 ans. Que au terme du 3e article de son visa, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle explique donc que les dispositions de l'article 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions à compter de 16 juin 2013 pour justifier la distinction entre les 5 et les 3. Mais, et c'est à partir de là que c'est, à mon sens, le plus important, la Cour de cassation rappelle que selon la jurisprudence,
selon sa jurisprudence, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Mais, toutefois, donc arrêt Bauer de 2018 notamment, le droit à congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit de l'Union. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report ne peut intervenir qu'à la condition que le travailleur ait eu la possibilité d'exercer ce droit en temps utile. Autrement dit, il est possible de perdre son droit au congé payé annuel à la fin notamment d'une période de report, mais encore faut-il qu'on ait effectivement été mis en possibilité d'exercer ce droit utile. Or, en l'espèce, notre salarié n'a jamais été mis en demeure, si je peux parler comme ça, d'exercer son droit à congé payé. Et notamment, les juges nous rappellent que cette mise en demeure, même si ce n'est pas le bon terme, mais je n'arrive pas à trouver cette diligence de l'employeur, lui incombe, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Et donc, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. Et en l'espèce, elle conclut en disant que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tiré de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé est fixé à l'expiration de la période légale auquel les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Or, en l'espèce, l'employeur n'avait jamais accompli ces dites diligences et donc la salariée n'avait jamais eu la possibilité d'exercer son droit à congé. Autrement dit, le point de départ du délai de prescription jamais, n'avait jamais débuté. Et donc, en l'espèce, je crois qu'il remonte sur une dizaine d'années. Voilà, du coup, j'ai été un peu rapide sur la dernière, mais j'espère que ça vous convient quand même et j'espère que cette intervention plus historique pour le coup que d'actualité jurisprudentielle vous aura convenu. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions.